vous demande d'accueillir maintenant Romain Chelaoufsi du collectif. D'abord, c'est un grand plaisir de venir à Toulouse, mais ça c'est quasiment dans notre carte de visite tranquille ici, hein, l'abonnement. Mais de venir ici dans ce quartier-là, la Reinerie particulièrement, le quartier du Mirail, pour nous c'est très important d'être accueillis dans une des salles qui sans aucun doute a mené une bagarre pour garder ces écoles, c'est-à-dire un service public de qualité pour ces enfants, ça c'est fondamental. Et en vérité, ce sont des combats qui sont liés. Ça a été dit ici et là, c'est-à-dire que simplement, c'est pas qu'il y a une partie de la population qui est particulièrement victime, c'est qu'il y a en plus, au-delà des violences policières, il y a une partie de la population qui est désignée comme plutôt ennemie de l'intérieur, comme ça a été dit ici, des sous-citoyens, allons jusqu'au bout des mots, des sous-humains. Parce que quand on a affaire à des actes de barbarie, tels qu'ils ont été décrits ici et là, c'est plus simplement une sorte de sous-catégorisation juridique de sous-citoyenneté, mais même de sous-humanité. Et donc, c'est pas pour rien, vous l'entendez tous, quand on parle de dignité de plus en plus dans la période, c'est parce qu'on a besoin de faire la démonstration que nous sommes aussi dignes que vous sur tous les aspects de la société, et que de ce point de vue-là, la dignité, ça ne se donne pas, ça se prend, ça s'arrache par les premiers et les premières concernés. Et la première chose, à mon sens, qu'il faudrait retenir de ce mouvement-là du 19 mars, c'est que ce sont ceux et celles qui sont victimes des violences policières qui lancent les mots d'ordre, qui lancent le calendrier, qui lancent le tempo sur leur propre mot d'ordre. Ça, c'est fondamental parce que on n'attend pas que ça vienne de l'extérieur, on ne vient pas se coller à un autre agenda, c'est le nôtre. Et le dire comme ça veut dire obligatoirement souligner qu'en dehors de l'agenda du 19 mars, ou plutôt à côté de l'agenda du 19 mars, parce que pour nous c'est à côté, lorsque ça manifeste à Aulnay-sous-Bois, lorsque ça manifeste à Bobigny, lorsque ça manifeste à Argenteuil, lorsque ça manifeste dans différentes villes des quartiers populaires, eh bien ces jeunes et ces moins jeunes de ces quartiers-là inscrivent leur droit à la dignité aussi dans la lutte. Et ça nous oblige du coup, mécaniquement, j'ai même envie de dire, sans réfléchir, à nous solidariser des jeunes et des moins jeunes qui se manifestent dans ces quartiers-là. Et y compris s'il y a des abris de bus cassés, y compris s'il y a des jets de pierre, y compris s'il y a des flammes, parce que l'amertume est tellement grande, la douleur est tellement forte, accumulée sur des années, il faut bien comprendre que derrière l'affaire autour de Théodore du viol qu'il a subi, ce n'est finalement qu'un déclencheur, c'est une autorisation symbolique qui leur est permis de leur dire « Allez-y, exprimons-nous ensemble ». Et ça résonne comme en 2005 ça a résonné après l'affaire Ziad Bouna. D'ailleurs, on comprend pourquoi Ziad Bouna ont couru, pour ne pas subir l'affaire de Théodore. Il y a un lien entre ces affaires-là et les autres affaires. Eh bien, Ziad Bouna, il y a eu une sorte de contagion interne, pour reprendre au moins de la commune, lorsque le peuple est en marche, lorsque le peuple se révolte, on utilise des termes qui reviennent. Et y compris, on utilise même des grilles de lecture. On estime que, par exemple, quand les quartiers populaires, ça se mobilise, eh bien, c'est des mouvements irraisonnés, irrationnels, uniquement mus par l'émotion, les larmes, la colère. Ça veut dire qu'il n'y a rien en termes d'analyse, il n'y a rien en termes de grille de lecture, il n'y a rien en termes de sens politique. Et on sait que c'est pas vrai. Pour celles et ceux qui vivent dans les quartiers populaires, celles et ceux qui parfois ont le temps en dessous des bars HLM, ou même devant les écoles quand on va chercher les enfants, les discussions entre parents qui vont chercher leurs propres enfants. On sait particulièrement dans les quartiers populaires, il y a une analyse de la situation politique, y compris nationale et même internationale. Le fait de faire la guerre, soi-disant au nom de certaines valeurs, et faire la guerre à l'intérieur du pays qu'est la France, au nom des mêmes valeurs, soi-disant. Eh bien, il faut bien comprendre que ces analyses politiques-là, elles sont au goût du jour, elles sont à l'ordre du jour, et qu'elles sont éminemment, fonctionnelles dans la période. C'est-à-dire qu'on comprend ce qui se passe. Et le dire comme ça, à mon sens, c'est pas pour faire dans la démagogie. Je pense que s'il y a une chose qui peut faire bouger les lignes dans ce pays-là, je dirais dans la métropole française et dans les colonies françaises, eh bien ça viendra des quartiers populaires. Ça viendra de ceux et celles qui vivent justement l'ensemble de la crise de 2008 qui a frappé plus dans les quartiers populaires qu'ailleurs, donc les questions sociales, du chômage, de la précarité, je ne reviens pas là-dessus, 50% de chômage dans les quartiers populaires que nous connaissons bien, un jeune sur deux qui vit sous le seuil de pauvreté, tout ça, ce sont des chiffres que l'on connaît bien. Mais en plus de ça, s'ajoute
d'autres formes de discrimination raciste, et il faut appeler un chat, ça a été dit, qui stigmatise les Arabes, les Noirs, les musulmans et les Roms, parce que c'est aussi une réalité dans ce pays-là. On a entendu des propos et des actes. La deuxième chose qui me semble importante à dire, j'ai entendu ici les pratiques racistes d'un État. Il y a un débat. Est-ce qu'il y a dans ce pays-là des pratiques racistes d'un État ou est-ce qu'il y a des pratiques d'un État raciste? Ce n'est pas un jeu de mots. C'est très important. Est-ce qu'on a affaire à des pratiques racistes de policiers ou est-ce qu'on a affaire à des pratiques d'une police raciste? Ce n'est pas la même chose. Et moi j'entends ce qui a été dit par monsieur Offry. Il y a en effet des relents coloniaux, mais avec des continuités, des discontinuités. C'est pas la guerre d'Algérie. Oui, c'est pas la guerre d'Algérie. Mais il y a une emprise, une empreinte très forte dans la police et dans l'ensemble des institutions de quelque chose qui relève du colonialisme, d'un traitement différencié d'une catégorie de la population. Et ça, c'est important de le dire comme ça parce qu'on est un certain nombre à dire que oui, on a affaire à des pratiques d'une police raciste. Et j'entends bien ce que vous dites, monsieur. C'est vrai qu'il y a des policiers et des policières qui ont sans doute une sorte d'éthique, de déontologie, qui pensent qu'il faut bien faire leur taf. Y compris ceux-là, on les connaît même parce que certains d'entre eux se suicident. Parce qu'ils vivent dans une police où la contestation interne est vécue comme une remise en cause du système. Mais c'est parce qu'ils se suicident justement que la démonstration que le système policier en soi est un système qui fonctionne comme un bloc et comme un bloc raciste. Donc c'est-à-dire que notre problème à nous n'est pas de savoir, on peut, est-ce qu'il y a des policiers gentils et des policiers méchants? Sans doute qu'il y a des policiers gentils avec plein de guillemets sur gentils. Mais ce n'est pas un problème relationnel. Ce n'est pas un problème même de relation sociale. Certains nous disent par exemple, il faudrait venir une police qui jouerait au foot ou au rugby avec les jeunes dans les quartiers, la fameuse police de proximité. Et ils sont à gauche, parfois même très très à gauche. Mais notre problème à nous n'est pas un problème de relation sociale, c'est un problème de rapport social. Ça aussi, c'est pas un jeu de mots. Les relations sociales, on sait ce que ça veut dire. Les relations sociales, les relations entre des différents groupes de personnes, de groupes, etc. Bon, ça peut être une chose. Des policiers, demain, peuvent jouer au foot avec des jeunes. Il n'y a pas de problème. La question, c'est comment ils jouent au foot. Quand ils jouent au foot avec des jeunes, où est-ce qu'ils se situent socialement, psychologiquement, symboliquement, par rapport aux jeunes des quartiers populaires qui sont arabes, noirs, roms et musulmans. Et c'est là où on atteint ce qu'on appelle le rapport social, à mon sens. Ils se situent dans un rapport de domination. Ils se situent au-dessus. Les civilisés, la culture, les valeurs positives qu'ils veulent, avec tout ce que ça peut vouloir dire, universalisme, etc. Et en dessous, on va jouer, on va éduquer le petit monde barbare, le petit monde des cités, le petit monde que l'on doit éduquer, etc., que l'on doit intégrer, y compris. Et c'est ce rapport social-là qui est fondamentalement problématique. C'est pas simplement la relation sociale. Qu'on se comprenne bien là-dessus. C'est vrai pour le féminisme, par exemple. Les rapports hommes-femmes ont évolué sur 50 ans, sur 100 ans dans ce pays-là. Il n'y a pas de problème. Les relations sociales, ont évolué. On peut dire, oui, les hommes changent plus souvent les couches des bébés que ça se faisait il y a 100 ans. Très bien. Mais le rapport social entre les hommes et les femmes font que les femmes gagnent moins que les hommes. Les femmes sont considérées sur un ensemble de situations, y compris les plafonds de verre, etc., que les hommes. Et c'est ce rapport social de domination qui existe. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas tant les relations sociales qui sont importantes que les rapports sociaux. Et pour ça, nous disons quelques-uns, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Y compris ceux qui appellent au 19 ne sont pas tous là-dessus. Il y en a qui disent non, c'est les pratiques racistes d'un État, c'est pas les pratiques d'un État raciste. C'est pas grave, on va se retrouver le 19 ensemble, à lutter ensemble. Mais nous, on est quelques-uns à dire que notre objectif, c'est pas que la police nous aime plus, surtout pas. On vit bien, on n'a pas de problème psychologique. Alhamdoulilah, on est à peu près équilibré. Avec nos parents, notre amour familial, et les uns les autres, etc. du quartier. Mais notre problème à nous, c'est le rapport social qu'il y a entre eux et ces institutions-là, qui nous font pour le coup la khogra, avec tout ce que ça peut vouloir dire. Vous dites c'est pire que la khogra. Oui, mais quel terme qui embrasse vraiment un ensemble de considérants graves quand même. C'est-à-dire le mépris, l'humiliation, etc. Tout ce que Saïd Bouamama décrit très très bien d'ailleurs. Et donc fondamentalement, on a aujourd'hui besoin de faire quelque chose qui est rarement fait dans l'histoire des luttes. C'est quand ceux qui sont victimes, parce que nous sommes victimes, ça veut pas dire qu'on s'enferme dans leur victimisation, ceux qui sont victimes d'institutions, de processus de domination,
prennent en charge leur propre lutte pour se montrer, se visibiliser. Et là-dessus, il y a deux démonstrations qui sont extraordinaires. La première démonstration, c'est celle qu'on est en train de faire collectivement le 19 mars. Il faut tous être à Paris le 19 mars. Nation, République. Nation 14h, République 18h, avec un concert de tous les rappeurs qui aujourd'hui, à juste titre, se bousculent parce qu'ils se sentent aussi impliqués là-dedans. Et c'est pas de la démagogie, ils sont vraiment dans le combat. Et donc on a gagné la bataille de l'opinion parce qu'on a mis au cœur des présidentielles la question des violences policières, la question de sous-citoyenneté et de sous-humanité qui veulent nous faire subir. Donc de ce point de vue-là, nous existons, nous avons mis en place, oui, ce rapport social. Comment faire évoluer ce rapport social? Par des pratiques sociales. Et cette marche du 19 mars, c'est une pratique sociale que nous mettons en marche. La deuxième façon de visibiliser justement ce qu'on nous fait, eh bien, c'est ce qui se fait partout maintenant. C'est les vidéos là qui sont tournées partout. Quand les flics agissent, pourquoi l'affaire Théodore a fait du bruit? Mais c'est parce qu'il y en a qui filmaient. C'est-à-dire qu'on a montré, on a visibilisé une certaine image de la société. Tu parlais de la loi travail, tout le monde a en tête les images de ce jeune garçon, de ce jeune lycéen devant son lycée qui se fait démonter la gueule par un policier. Ça a été filmé avec un portable. Et ça a laissé des traces, y compris dans la fonction, le rôle de la police dans ce pays-là. Et évidemment, la façon avec laquelle Ahmad Bentounsi a décidé de mettre sous observation la police, c'est une façon, rien d'autre, que de visibiliser ce qui est invisibilisé. Même les sociologues de la police nous disent, on a des problèmes, on n'a pas de chiffres officiels sur les victimes, les blessés, etc. Ils se cassent la tête pour trouver les chiffres. Et donc cette visibilisation est une pratique sociale qui influe sur le rapport social. Nous ne serons plus vos dominés. Nous avons une humanité pleine et entière dont la démonstration est faite parce que nous sommes présents physiquement, psychologiquement, politiquement dans la lutte. Et quand je dis politiquement, c'est le troisième point que je voudrais aborder ici. Ce que fait Amal, mais au-delà d'Amal, beaucoup des familles des victimes des violences policières, il y a une souffrance psychologique très forte, extrêmement douloureuse. Et il y a cette posture que dit Amal, ces mots que dit Amal, soit je deviens un monstre, ce sont ces mots, soit je deviens un monstre, elle les a utilisés, soit je m'investis dans les luttes. Eh bien, on a une nécessité de politiser notre souffrance collective. Politiser notre souffrance collective, ça veut dire se donner les moyens de lutte pour justement changer le rapport de force. J'aimerais vous dire un mot sur la dimension psychologique et douloureuse. On n'a pas peur, nous, de mélanger les larmes et les poings en l'air. Amal, elle mélange son émotion, sans le vouloir, sans forcer, avec les tripes et ses tripes intérieures et les poings levés pour mener la bagarre dans un cadre unitaire et collectif. Et c'est ça, à mon sens, la bonne stratégie. Mais, encore une fois, chacun peut avoir la sienne. L'important, c'est qu'on puisse se retrouver. C'est pas une anecdote. Quand M. Aléziri Larchemont est décédé, je l'ai appris à mon père, je lui ai montré la photo. J'ai rarement vu mon père pleurer pour des milliards de raisons, notamment de pudeur. Et ce jour-là, il a tourné le regard vers le mur pour ne pas porter et supporter mon regard à moi. Et il a dit un mot, il a dit 3 mots. Il a dit « alors, ça recommence ». Le « alors, ça recommence », c'est les résonances du colonialisme, monsieur. Pour mon père, tuer quelqu'un de 69 ans avec 27 hématomes sur son corps, avec dont l'un de 17 cm de diamètre, l'Institut médico-légal qui montre qu'il a été étouffé, ça signifiait rien d'autre pour la génération de nos parents que la guerre coloniale sous d'autres formes se poursuivait. 3 mots suffisent pour faire ici un moteur qui nous fait avancer collectivement sur l'affaire Aléziri. Nous avons perdu juridiquement. Mais dans cette affaire-là, ce cheminement de lutte, c'est notre chemin de dignité à nous. C'est parce que nous nous sommes battus que nous avons regagné notre dignité. Quelle que soit l'issue juridique, parce que la justice appartient à la police, réciproquement d'ailleurs. Mais fondamentalement, le fait d'avoir mené la bagarre jusqu'au bout est quelque chose d'extrêmement fort. Et lorsque nous sommes allés en Algérie voir la famille d'Aléziri, il y a eu un moment avec Nadja, une amie du collectif, où Madame Ziri nous a pris de côté et nous a dit en kabyle, « Dites-moi, s'il vous plaît, quand mon mari est mort dans ces conditions-là, il faut me dire qu'est-ce qu'il a fait vraiment. Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse tuer quelqu'un
de 69 ans comme ça. Cette dame-là, cette femme-là, était persuadée que son mari avait fait quelque chose de mal, inavouable, pour ça qu'on n'en parlait pas. Mais nous le prenons de côté, elle nous dit, je suis prêt à tout entendre, dites-moi la vérité. C'est ce dont parle Amal et beaucoup d'autres. Le retournement de la culpabilité. Comme quand une femme se fait agresser, elle retourne la culpabilité contre elle-même alors que c'est elle la victime. Et quand on a dit à cette femme-là qu'il n'avait rien fait, elle s'est effondrée en larmes. Parce qu'elle ne pouvait pas faire sens sur la disparition de son mari. Elle aurait souhaité que son mari dégaine quelque chose, envoie quelque chose, qu'il puisse y avoir un rapport de force conflictuelle. Non, il est mort parce qu'il était arabe. Et il y a eu un silence médiatique parce qu'il était arabe. Parce qu'un vieux monsieur de 69 ans, français, blanc, imaginez le bruit que ça aurait fait dans cette police, à l'échelle médiatique, dans ce pays-là et ailleurs. Et fondamentalement, il y a eu ce retournement de culpabilité très fort. Et ça, c'est classique chez nous. C'est à chaque fois, quand l'un des jeunes se fait tuer, ou des moins jeunes, mais ce sont souvent des jeunes, il y a cette idée, cette musique derrière qui dit, mais peut-être qu'il a mérité un peu. Il touchait à la drogue. Il faisait du système D. Il trafiquait. Et il n'hésite pas en face, dès qu'il y a une petite affaire à la mettre devant et la donner à manger. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire sur l'affaire Théodore. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver, avec plein de guillemets, trouver, plus rapidement que pour Pénélope Fillon, toutes les affaires, toutes les casseroles au cul qu'ils pouvaient balancer. Et ils ont l'impression de pouvoir salir comme ça, même de pouvoir légitimer le viol de Théodore. Parce qu'il y aurait eu 3 petits points, et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs les 3 petits points. Parce que comme ça a été dit ici, quand bien même Théodore ne serait pas le bon gars, Théodore serait un délinquant multirécidiviste, et le frère d'Amal est un délinquant multirécidiviste fabriqué par la société française, parce que quand à l'âge de 13 ans on devient le premier prisonnier de France, c'est que la France a une responsabilité première dans cette affaire-là. Il nous fabrique justement délinquants. Il nous fabrique hors du système. Il nous renvoie hors du système. On doit se débrouiller hors du système. Et en vérité même, on doit se débrouiller contre le système. On doit se définir contre le système. Et c'est pour ça qu'on a aussi dans nos quartiers le retournement parfois du stigmate en emblème. Comme le dit Abdelmalek, le sociologue Sayad, parce qu'il dit à juste titre que c'est légitime que quand on nous traite de nègres, eh bien on réponde « nous les nègres, et nous les nègres on vous emmerde ». Quand on répond les bouilles, quand on parle de nous de manière très péjorative, eh bien qu'on reprenne le stigmate et qu'on le retourne comme un étendard. Parce que ça nous définit, mais on s'auto-définit. Et ça, c'est extrêmement important. Le dernier point, ça a été dit, je ne reviens pas là-dessus, sur la victimisation, les retournements, ça a été dit pour Bagui, etc. Ah, ça a raison de dire. Elle a eu raison, elle a raison de dire. Adama Traoré, c'est notre frère à tous. Elle le dit comme ça quand elle prend la parole. Mais on le dit très clairement. Ali Ziri, c'est notre Chibani à tous. Amin Bentoutsi, c'est notre frère à tous. Wissam El Yamni, c'est notre frère à tous. Notre famille s'est élargie. Et c'est pour ça que dans les quartiers populaires, contrairement à ce que dit Marion Maréchal Le Pen, l'identification à Théodore, elle n'a pas besoin de trop d'explications, elle se fait tout de suite. Ce qu'a subi Théodore, ça renvoie aux touchés rectaux que nous avons eus dans nos contrôles policiers. Ça renvoie à ce qui s'est passé dans le 12e arrondissement, où des enfants, une vingtaine de jeunes, dont certains de 14 ans, comme on les a mis à 4 pattes pour leur mettre un doigt dans le derrière, en tenant des insanités à leur égard par des policiers, je parle. Vous voyez qu'à quel point ce transfert, sans même connaître Théodore, il se fait spontanément, il se fait naturellement, parce qu'il renvoie à un vécu qui est évidemment le même de ce point de vue-là. Et ça, il n'y a pas besoin de forcer, et on ne surjoue pas. Quand Marion Maréchal Le Pen dit « ils s'en foutent de Théodore », c'est pas vrai du tout. C'est que Théodore, ils le vivent dans leur tripes, fondamentalement. Et ce qui se passe autour de ce viol-là, d'ailleurs, n'est pas nouveau. Quand on a le maire d'Aulnay-sous-Bois, le salopard, ancien flic syndicaliste de Synergie, anciennement, aujourd'hui maire, et qui, soi-disant, prend la défense de Théodore en disant « il faut reconnaître le viol, c'est un viol ». Oui, il faut reconnaître le viol. Mais d'où tu parles, toi? Il suffit de lire Le Canard enchaîné, franchement, c'est pas la presse la plus subversive, où on s'aperçoit que ce monsieur, quand il était responsable du syndicat Synergie, lorsque justement il y avait
En 1991, un monsieur Ahmed Silmouni qui se fait violer par une batte de baseball, avec une batte de baseball par des policiers. Ce monsieur, maire aujourd'hui d'Aulnay-sous-Bois, était du côté des flics et défendait les flics à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une vraie continuité en réalité entre les uns et les autres. Et là, s'il demande à ce que ça se calme, s'il demande à reconnaître le viol, si M. Hollande vient au chevet de Théodore, c'est pour une raison très simple. C'est qu'en pleine période électorale, entre autres, on ne veut surtout pas que dans les quartiers populaires, ça brûle, ça bouge. Alors que fondamentalement, ce retour de dignité, il vient justement quand ça bouge et quand ça brûle. Il n'est pas acceptable qu'on accepte des barricades lorsque ça s'appelle mai 68 et qu'on en fait un porte-drapeau de l'émancipation humaine, ou la commune, et que dans les quartiers populaires, lorsque les jeunes et les moins jeunes descendent dans les quartiers, bousculent les institutions, et bien là on dit que ce sont des sauvageons ou des barbares. C'est une façon de délégitimer évidemment politiquement celles et ceux qui se mobilisent. Alors que fondamentalement, ils sont dans le fond politique. Alors très concrètement, en ce qui nous concerne, on le dit très simplement. Ce 19 mars, la démonstration est faite du rôle que joue la police. Bien sûr de répression de l'ensemble du camp des travailleurs pour rétablir un ordre social dominant. D'ailleurs, sous Valls, aujourd'hui la police dans ses prérogatives, son rôle n'est pas de défendre les citoyens, mais de défendre l'ordre de la société. Tout risque de s'opposer à tout risque de trouble à l'ordre national. Vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Bon. Mais en même temps, cette police a fait sa démonstration plus ouvertement, nous on le sait dans les quartiers, qu'elle stigmatise, qu'elle violente et qu'elle viole, qu'elle tue, qu'elle assassine une partie de la population parce que arabe et noire. Et ça a été dit par Ahmed Bentoutsi, c'est pas rien. Ce gouvernement socialiste, il va être comment dire, marqué par deux sceaux particulièrement. Un, le fait que lorsqu'il a été condamné par la justice pour contrôle aux faciès, l'État a été condamné. M. Valls a fait appel. La Cour de cassation en novembre 2016 a recondamné l'État pour contrôle aux faciès, c'est-à-dire qu'on a un État qui contrôle aux faciès. Le gouvernement s'y est opposé, M. Valls a fait recours, et la Cour de cassation a dit si l'État est condamné pour contrôle aux faciès. Et il n'y a eu rien comme débat derrière, rien comme loi derrière. Je passe très honnêtement sur les années de discussions législatives, sénatoriales, autour du port des foulards, de la burqa, des signes religieux, etc. Comment ils nous ont gonflé dans le contexte d'islamophobie. Comment sur cette affaire-là, le silence absolu. La deuxième chose, et ça a été dit par Amal, la fameuse loi permis de tuer, mais dans les faits, elle existe, qui est la dernière loi votée par ce gouvernement socialiste. La session parlementaire est terminée aujourd'hui. Et la dernière loi qu'il vote, c'est donner les prérogatives de tuer des jeunes et des moins jeunes comme l'armée peut le faire. C'est-à-dire aligner les droits de la police sur les droits de la gendarmerie. Et ça en dit long. Parce que faire de la police la gendarmerie c'est l'armée, ça veut dire qu'il y a en effet une guerre intérieure, il y a un ennemi intérieur, et qu'il y a la police avec ses prérogatives de l'armée qui peuvent faire encore plus qu'avant ce qu'ils faisaient, jusqu'à maintenant ce qu'ils faisaient dans les quartiers populaires. Ça en dit long sur les orientations de ce gouvernement, mais au-delà de toute la sphère politique de gauche comme de droite. Ce qui nous fait dire à nous, très honnêtement, je finirai là-dessus, que la dernière façon, la seule en réalité, d'exister politiquement et de faire bouger les lignes dans le rapport social dont je parlais tout à l'heure, eh bien, c'est de se mobiliser autour du 19 mars, mais en vérité, pas qu'une marche. Si on fait une marche, ça ne suffit pas. On va faire une marche. Il y aura plus de 10 000 personnes. Il y a une centaine d'associations, collectifs, organisations qui sont signataires. Il y a 5, 6 organisations syndicales, l'équivalent en parti politique. Aujourd'hui, tout le monde se sent obligé de venir derrière le 19 mars. Parfois même avec leur appel, parce qu'ils sont emmerdés avec l'appel trop politique et trop radical pour eux lancé par les familles de victimes de violences policières. Alors ils y vont en disant « on n'est pas content ». Viens. Même avec ton appel, on n'est pas content. Tu es bienvenu, seulement tu te mets là où on te dira de te mettre simplement parce que, au devant, ce seront les familles de victimes de violences policières. Mais dans cet appel-là, personne n'est oublié, notamment les réfugiés politiques, migrants, avec ou sans papier, y compris ceux et celles qui sont poursuivis pour délit de solidarité, où ça peut aller jusqu'à 1 an de prison, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Il y a eu des condamnations, même avec sursis, mais peu importe, il y a eu des condamnations de celles et ceux qui ont aidé des réfugiés politiques. Ils seront présents. Ces réfugiés politiques. Seront présents aussi les Chibani, des foyers à Doma, qui subissent la misère depuis des années, des dizaines d'années, à qui on enlève les droits régulièrement. Seront présents, évidemment, celles et ceux qui luttent contre l'état d'urgence, qui est un état de contrainte
de contrainte totale à l'égard de liberté des uns et des autres. Donc vous voyez, on n'a pas joué stratégiquement, finement, comme ça, de manière démagogique. On pense que c'est lié. Beaucoup, dans le champ politique, même à la gauche, disaient, mais comment on va faire la convergence? On a tous des problèmes, au niveau social, au niveau de l'état d'urgence, des libertés démocratiques, mais il n'y a pas de convergence. Eh bien, la convergence, elle est provoquée par les familles de victimes de violences policières. C'est quand même un pied nez extraordinaire. Que ce soit celles et ceux qui sont les plus stigmatisés des stigmatisés, discriminés des discriminés, pauvres des pauvres, qui disent qu'à l'ordre du jour, ce sera nous tous ensemble, avec évidemment les mots d'ordre qui sont ceux qui sont mis en avant ici, et c'est toute la grandeur, je vous le dis. Je vois, moi j'ai quelques années de militantisme derrière moi, très honnêtement, mais je prends des leçons, je prends des notes comme ça. Quand je vois des Ahmad Bentounsi pousser de partout, parce qu'il y en a plein qui poussent de partout, qui en quelques années n'étaient pas militants, militantes, deviennent les rois et les reines du militantisme, ils ont des carnets d'adresses qui font 10 fois le mien, après 30 ans de militantisme. Ça veut dire très honnêtement qu'on est capable de fabriquer, de s'auto-fabriquer, de s'auto-définir, de s'auto-construire dans un cadre d'alliance et pas de subordination. On se regarde droit dans les yeux, on est capable de faire des alliances, mais sans cacher notre propre histoire. Merci.